Vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est un conflit oublié de tous et pourtant l'un des plus meurtriers de ce début de siècle, la guerre en République démocratique du Congo et notamment dans l'est du pays, dans le Kivu. Aujourd'hui, l'heure est à l'espoir, peut-être. L'armée congolaise, vous le savez, a chassé les derniers combattants du M23 avec l'appui de la MONUSCO, la force des Nations Unies sur place, la plus importante au monde, on le rappelle, 20 000 hommes. Mais il faut rester prudent, extrêmement prudent. S'agit-il d'un repli stratégique du M23 ou d'une vraie volonté de paix? Kinshasa est-il prêt à signer un accord avec ses rebelles? Enfin, la région, les voisins, le Rwanda, l'Ouganda, cette région est-elle prête pour la paix? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Lambert Mende. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre congolais de la communication. Florent Gel, bonsoir. Vous êtes directeur du bureau Afrique à Paris de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Avec nous, Trésor Kibangula, bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique d'origine congolaise. Et puis, nous sommes en direct de Goma avec vous, Ray Torres. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du bureau de la MONUSCO, donc de la force de l'ONU à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Avant de commencer ce débat, si vous le voulez bien, pour bien comprendre ce qui se passe, et c'est très compliqué, il faut bien le dire, dans l'est de la République démocratique du Congo, les explications de Nicolas Germain, parce que dans cette région, il y a plusieurs groupes rebelles qui sévissent. On regarde en images. Un rassemblement à Kinshasa pour remercier l'armée d'avoir vaincu les rebelles du M23. Notre armée FARDC a gagné la guerre de l'Est. C'est pour cela que nous sommes ici. Mais certains se demandent s'ils ne se réjouissent pas trop vite. L'histoire récente montre qu'il existe un cycle dans l'est du Congo, au Kivu, une région très riche en ressources minières. Des rébellions à dominante Tutsi apparaissent, meurent, puis se reforment un peu plus tard sous un autre nom. Tout commence avec le génocide rwandais de 1994. Selon l'ONU, 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, sont tuées. De nombreux Hutus, dont des génocidaires, traversent alors au Congo. Après avoir aidé Laurent Désiré Kabila à prendre le pouvoir en 1997, le Rwanda de Paul Kagame estime l'année suivante qu'il ne fait pas assez pour lutter contre la milice Hutu des FDLR. C'est le début d'un conflit régional qui entraîne une dizaine de pays et fera en 5 ans plusieurs millions de morts. Quelques années plus tard, en 2008, une nouvelle rébellion tutsi congolaise, le CNDP de Laurent Nkunda, dit vouloir affronter les milices Hutus dans l'est du Congo, toujours avec le conflit pour les ressources minières en toile de fond. L'année suivante, à la suite d'un accord de paix, le CNDP intègre l'armée congolaise. Mais en 2012, il affirme que le gouvernement ne respecte pas ses engagements et reprend les armes sous le nom du M23. Aujourd'hui, le M23 est battu et Kinshasa promet de s'attaquer aux milices Hutus. Mais est-ce que cela sera suffisant pour mettre cette fois un terme définitif à ce cycle de rébellion? Lambert Mende, tout d'abord, je précise à nos téléspectateurs que vous avez refusé de dialoguer ici sur le plateau de France 24 avec des représentants du M23. Pourquoi ne pas dialoguer avec eux alors que finalement vous êtes les vainqueurs de ce conflit? Je pense qu'il y a un dialogue institutionnel qui va continuer à Kampala. Nous n'avons pas refusé à ce niveau-là. Nous voudrions voir un peu plus clair sur le sérieux de l'engagement du M23 à mettre fin à sa rébellion armée. Nous nous sommes donné un certain nombre de jours, 3 à 5 jours, avant d'aller au-devant de ses compatriotes. Ce sont des compatriotes du M23 et de signer avec eux une déclaration qui les verra prendre des engagements vis-à-vis de la nation et qui nous verra, nous, gouvernement, prendre aussi des engagements vis-à-vis de certains de leurs griefs qui nous paraissent légitimes. Dans l'entretemps, je n'ai pas vu l'utilité de venir ressasser des problèmes qui n'ont plus de raison d'être évoqués, étant donné qu'ils ne sont plus en mesure de s'exprimer comme un mouvement. Ils se sont autodissous et donc nous voudrions éviter tout ce qui pourrait continuellement les légitimer. C'est pourquoi même ce qui va se signer à Kampala, nous ne l'appelons pas accord. Nous l'appelons déclaration de Kampala. Mais ça veut dire que vous émettez quand même, ce que vous aviez dit il y a quelques minutes, un certain doute. Vous dites on se laisse quelques jours quand même pour voir s'ils veulent vraiment déposer les armes. Ça veut dire que vous doutez aujourd'hui du fait que ce mouvement veuille déposer les armes? Oh, nous avons des raisons de douter et avec nous, tous nos partenaires, aussi bien la MONUSCO que les chefs d'État de la SADC et de la CIRGL, avec lesquels notre président s'est réuni à Pretoria il y a quelques jours, ont admis que nous prenions ces quelques jours pour évaluer la fiabilité des engagements du M23. Tant il est vrai que dans un passé récent, ils ont pris pas mal d'engagements qu'ils ont par la suite allègrement violés. Donc
nous essayons de faire attention et d'être vigilants. Et quand vous dites nous ne voulons pas signer d'accord, finalement ils n'ont aucune légitimité. Qu'est-ce que vous allez faire finalement de ces rebelles du M23 alors? Nous allons signer Parce une que déclaration. Eux attendent d'être réinsérés dans la société, être réinsérés sans doute dans l'armée congolaise. Est-ce que c'est inenvisageable? Oh, certains d'entre eux le seront, certainement, la grande majorité. Ils vont être réinsérés à la condition de ne pas être parmi des personnes présumées coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de violences sexuelles, de recrutement d'enfants soldats, des choses qui sont exclues par le droit international du bénéfice de l'intégration dans une armée ou d'une amnistie. Mais je dois dire qu'ils n'ont pas trop à s'inquiéter puisque seule une minorité d'entre eux sont dans ce cas. Nous avons à peu près dans le décompte près de 1700 membres du M23. Sur les 1700, nous avons listé une centaine, presque une centaine, qui sont considérés comme des criminels. Donc, ça veut dire que 1600 sont éligibles à l'amnistie, éligibles aussi à la réintégration. Donc, je pense que s'ils se montrent raisonnables, les choses pourront se faire assez correctement. Florent Gel, vous venez d'entendre Lambert Mende. Est-ce que vous pensez qu'un espoir de paix est possible? Lambert Mende qui tend la main finalement à ces rebelles du M23, qui dit on est prêt à les amnistier, en tout cas pour ceux qui n'ont pas commis de crimes de guerre, prêt à les réinsérer. C'est plutôt bon signe, on peut avoir bon espoir. Les négociations sont toujours un bon signe, les négociations politiques sont toujours importantes puisque les conflits sont, même s'il y a des motivations très économiques dans ces conflits, mais aussi très politiques. On l'a évoqué dans ce reportage, le soutien du Rwanda pour des raisons politiques depuis plus d'une dizaine d'années en est une, les raisons économiques des richesses du territoire congolais en est une autre. Là où nos opinions divergent, c'est sur la réintégration des combattants. On a vu que, mais ça le ministre ne sera pas étonné, c'est que ça a été une des raisons et un des échecs du brassage du mouvement de brassage. Déjà, de toute façon, les questions de désarmement, réinsertion des combattants sont toujours très compliquées dans les conflits et sont souvent des échecs. Au Congo, ça l'a été particulièrement. On a vu que le brassage des éléments du CNDP. Donc oui, parce qu'on se rappelle que le CNDP, on le rappelle, voilà, pour nos téléspectateurs, voilà. CNDP ex-M23 avait déjà eu la possibilité de se réinsérer dans l'armée congolaise et que ça n'avait pas fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné parce qu'en plus, ils étaient vraiment basés dans leur bastion d'origine. Donc, s'ils avaient été peut-être dans d'autres parties du territoire congolais, on ne serait peut-être pas là. Et puis, c'est toujours très compliqué puisque dès le mot d'ordre d'un de leurs chefs, ils rompent les rangs et ils rejoignent une nouvelle rébellion qu'elle s'appelle M23, CNDP ou autre. Et donc cette question de l'amnistie, même si on salue cet effort qui est fait de ce qu'on appelle de vetting, c'est-à-dire d'essayer de dissocier ceux qui ont commis des crimes et ceux qui n'en auraient pas commis, le problème c'est qu'au regard des crimes qu'ont commis le M23, je doute qu'il n'y en ait qu'une centaine qui ait commis ces milliers de viols autour de Goma, ces centaines d'assassinats, etc., etc. Donc, les violations des droits de l'homme qui se sont déroulées depuis presque 2 ans maintenant l'ont été dans une mesure extrême, dans une violence rare, même à Goma même, ce qu'on avait rarement vu même sur les derniers conflits. Et donc, il y a un vrai effort là de ne pas donner une prime à l'impunité. Un processus politique, c'est certain, c'est nécessaire, ce sont des conflits qui sont aussi politiques. Mais donc vous êtes d'accord avec Lambert Mende? Lambert Mende dit qu'il n'y aura pas de prime à l'impunité. Oui, mais ça, il faut toujours voir l'application des choses. Le principe, évidemment, et maintenant, il faut aussi voir l'application. Donc vous avez des doutes sur le fait que le gouvernement congolais applique ce principe? Non, s'il y a une volonté politique, on est content. Maintenant, il faut voir exactement dans l'application de cette non-accord, de cette déclaration, pour voir si des poursuites vont être réellement engagées contre ces auteurs, car on sait que la lutte contre l'impunité est extrêmement difficile en République démocratique du Congo. Il y a aussi les auteurs de crimes et de violations des droits de l'homme dans l'armée congolaise aussi, qui sont connus. Oui, ben ça, il ne faut pas l'oublier, oui. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi des exactions de ce côté-là. C'est une situation qui est compliquée, mais on n'aura pas la paix et on n'aura pas la paix sans la justice, c'est une évidence. Lambert Mende, les rebelles ont affirmé qu'ils souhaitaient transformer leur mouvement en parti politique. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Libre à eux de le faire. Ceux qui ne sont pas destinés à aller devant leur juge, ceux qui ne sont pas destinés à répondre des faits criminels qu'ils ont commis, ont la liberté de s'organiser comme tous les citoyens. Et pour revenir un peu à ce que notre ami de la FIDH a dit, je dois signaler que nous avons pris en compte les préoccupations qu'il exprime. Sinon,
il y a longtemps que la guerre serait terminée, parce que ce qu'on nous offrait, par nos voisins notamment, c'était de mettre fin à cette rébellion qu'ils soutenaient plus ou moins du bout des bras, en échange d'une intégration inconditionnelle, tout à fait aveugle, des gens dans l'armée et d'une loi d'amnistie que le Parlement accorderait à tout le monde. Et nous avons continué à envoyer nos troupes au feu parce que nous n'acceptions pas cette solution-là. Nous sommes d'avis que, quel que soit l'auteur d'un crime, ce que nous définissons clairement, crime contre l'humanité, crime de guerre, qu'il soit dans l'armée, qu'il soit ailleurs, sa place est devant un tribunal. La justice. Et donc là, il n'y a pas d'inquiétude à faire. Maintenant, nous en avons identifié cette centaine. Ça ne veut pas dire que le travail de la justice s'arrête là. Le travail continue, mais nous ne pouvons annoncer que ce dont nous sommes tout à fait sûrs, avec des preuves. Mais le travail continue. Trésor Kibangula, alors il y a beaucoup de questions d'internautes ce soir qui se demandent si le M23 finalement qui a quitté aujourd'hui donc le territoire congolais pour se réfugier chez les voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, si ce mouvement va renaître de ses cendres, nous pose la question un internaute, tel le phénix. Il s'agit en d'autres termes d'un repli stratégique ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de paix? Quel est votre avis? Moi, je pense que dans cette situation, le débâcle du M23, il y a deux choses à noter. Il y a la branche politique du mouvement qui s'est réfugiée avant la chute des Tchanzu et des Runyoni quelques jours, je crois, la veille de la chute, qui s'est réfugiée à Kampala, où se tiennent les négociations, et la branche armée, qui est dirigé par Sultan Makenga, le vrai chef du M23, qui est resté jusqu'au bout. Qui est recherché d'ailleurs par la justice. Et qui est resté jusqu'au bout, déterminé à en découdre avec les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la brigade. Lui, il n'a pas donné un mot jusque-là, parce que l'annonce de la fin de la rébellion, c'est Bertrand Bisimwa, le chef politique, qui l'a donné. Il a demandé. Pas la branche militaire, donc. Dans les communiqués du M23 signés par Bertrand Bisimwa, les chefs politiques, ils demandent au commandant du M23, ils demandent à Sultan Makenga, son chef, de participer à cette nouvelle dynamique, d'aider au brassage des troupes. Mais Makenga, qui est en fuite, il n'a pas réagi. Donc il y a, comme a dit le ministre, il est normal qu'on s'accorde quelques jours donc il faudra une déclaration en fait de Makenga aujourd'hui. Je vais vous donner la parole, Florent Gel, mais je vous réponds tout parce qu'il malheureusement ne peut pas rester très longtemps avec nous. Et c'est important d'avoir son témoignage, celui de Ray Torres, qui est le chef du bureau de la MONUSCO à Goma, qui est la capitale de l'Est de la République démocratique du Congo. Première question, monsieur, sans l'ONU, est-ce que cette victoire de l'armée congolaise aurait-elle été possible? Je pense que oui. Je pense que l'armée congolaise a prouvé dans ses opérations militaires qu'elle avait fait d'énormes progrès dans sa détermination, dans la discipline, dans son appui logistique, sa capacité à planifier une action. Je pense que l'appui de la MONUSCO a évidemment été facilité, mais je crois qu'il faut le retenir surtout comme une opération une opération victorieuse des FARDC, de l'armée congolaise. On précise toutefois qu'il y a quelques mois, une brigade d'intervention rapide a été mise sur place quand même et qu'aujourd'hui donc ça a fonctionné, que vous êtes, je dirais, dans le voilà, enfin que aujourd'hui vous répliquez, vous agissez militairement sur le terrain, que vous n'avez pas un rôle de simple observateur. C'est peut-être quand même ce qui a fait la différence. Il faut le dire à nos téléspectateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. La question qu'on se pose également, c'est pourquoi aujourd'hui cette rébellion a pu être repoussée aussi rapidement et pas auparavant? Parce que finalement, ça fait 18 mois que cette rébellion est sur le terrain dans l'Est. Pourquoi ça a fonctionné maintenant? Parce qu'il y a eu cette brigade d'intervention rapide? Non, je pense que oui. Il y a un rôle, mais je pense que peut-être les éléments les plus importants, c'est l'organisation des FARDC, de l'armée congolaise elle-même. Les efforts qu'ils ont faits de planification et de logistique ne peuvent pas être ignorés. Deuxièmement, je pense que le terrain qui était occupé par le M23, il faut le souligner, un groupe rebelle qui tenait une portion non négligeable de la province du Nord Kivu, de façon totalement illégitime, était très vaste, était certainement au-delà des capacités militaires du M23, en tout cas au-delà de ce que le M23 pensait pouvoir tenir. Troisièmement, il faut se souvenir que
la population du Nord Kivu, dans les territoires tenus à l'époque par le M23, n'appuyait pas le M23. Ce n'est pas il ne faut pas commettre l'erreur de croire que le M23 est un mouvement populaire soutenu par la population. Au contraire, les exactions du M23 étaient telles qu'il n'y avait pas cet appui qui souvent est nécessaire à des groupes rebelles de ce type-là. Donc ça, c'est très très important à considérer. Et en dernier, je pense que oui, l'appui de la MONUSCO a joué, nous espérons, un rôle important dans cette bataille. Merci Rétorès. Si vous pouvez rester avec nous, ce serait formidable pour la seconde partie de ce débat. Florangelle, je vous ai vu quand même avoir une petite mimique lorsque Rétorès a dit non, les forces congolaises étaient quand même en premier plan et c'est quand même grâce à elles que le M23 a été chassé. Je vous ai vu quand même un peu dubitatif. Je crois que la première raison, c'est la perte des soutiens politiques du M23. C'est-à-dire que la pression très forte que les Américains, les Occidentaux, même le gouvernement congolais a mis sur le Rwanda et sur différents gouvernements qui étaient leur soutien a joué un rôle décisif. C'est-à-dire que le Rwanda a arrêté plus ou moins de les soutenir. Ça avait été la même chose pour le CNDP, etc. L'ex-rébellion. Parce qu'on rappelle pour nos téléspectateurs quand même qu'ils le sachent, c'est que le M23 est un groupe une rébellion pro-Tutsi, donc proche du pouvoir de... Oui, même proche, plutôt pro-Rwanda en fait. Le Rwanda utilise le M23 pour avoir ce qu'on appelle cette profondeur stratégique, qui est une doctrine militaire du Rwanda, considérant que les milices FDLR, donc pour simplifier les ex-génocidaires au Rwanda, même si c'est Hutu, même si c'est un peu plus compliqué que ça, qui opèrent dans le territoire congolais, pour les repousser le plus loin possible du Rwanda, afin de garantir un tampon de sécurité en quelque sorte. Je pense que la perte du soutien financier et politique du Rwanda pour le M23 lui a été fatale. Après, les Nations Unies ont pour la première fois dans leur histoire mis en place une espèce de brigade d'intervention rapide qui a été très efficace et qui, avec les efforts de réorganisation de l'armée congolaise, ça c'est vrai, ont permis d'avoir une bien meilleure efficacité, à tel point qu'aujourd'hui il y a des drones qui sont en train d'être projetés sur le terrain à l'est du Congo. L'ONU utilise aujourd'hui des drones pour contrôler, observer l'étendue du territoire. Et le troisième point qui est absolument fondamental, et ça je suis tout à fait d'accord avec M. Torres, c'est le fait que le M23 a commis tellement d'atrocités dans le Nord Kivu et dans les régions qu'il a occupées que c'était une rébellion qui n'a aucune légitimité sur le terrain et qui a commis tellement de crimes qu'il y a un véritable rejet. Mais c'est malheureusement pas une raison décisive, puisqu'on a vu que toutes les rébellions à l'est du Congo ont commis ce même type de crimes, qu'ils n'ont pas une appropriation populaire particulière et que par conséquent ils ont malgré tout réussi à tenir les terrains militaires pendant des années, simplement parce qu'ils avaient des soutiens en armement et en politique des pays de la sous-région et que ça ne les empêchait pas d'occuper ce terrain-là. Alors on va parler justement aussi de ces autres rébellions, parce qu'il y a le M23, mais il y en a aussi également d'autres, je pense notamment au FDLR. On va en parler dans la seconde partie de ce débat. Et est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un processus de paix régional, parce que les voisins jouent un rôle extrêmement important, vous le disiez Florangelle, que ce soit le Rwanda et l'Ouganda, sont-ils prêts, ces deux pays, à la paix? On rappelle que l'Est du Congo est une région qui a d'énormes ressources minières et donc on regarde tous les voisins, les parrains de la région, on les yeux braqués sur cette région. On en parle dans la seconde partie de notre débat. À tout de suite.